Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de cette 86e journée du côté du Vendée Globe. On va débriefer un petit peu les arrivées, notamment Isabelle Dieuschke, Jean Le Cam, Conrad Coleman, qui sont arrivés aujourd'hui. Puis on parlera maintenant des concurrents qui sont en approche, notamment Guirec Soudé qui n'est pas très loin. Et puis de l'idée également de Jean Le Cam. Il a eu une idée aujourd'hui et on va voir si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Je vous donnerai mon avis là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, pour ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos cyclisme et voile, et biathlon, et rugby. Puis si vous avez les moyens et que vous voulez me soutenir, eh bien vous pouvez faire un super fan, que ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également ajouter la petite cloche. Ça c'est pour cliquer rapidement sur les miniatures, sur les notifications, juste après eh bien, la mise en ligne des vidéos. Comme ça c'est plus mis en avant par YouTube. Allez, on commence tout de suite avec cette 86e journée du côté du Vendée Globe. Et donc pas mal d'arrivées ce matin. Alors pendant la nuit, en fait, pour Isabelle Dieuschke et Jean Le Cam, mais passage du chenal dans la matinée avec une grosse bagarre même entre Jean Le Cam et Conrad Coleman. Ça s'est joué à 16 minutes là encore entre les deux, même moins que 16 minutes oui, 10 13 plutôt même, entre Conrad Coleman et Jean Le Cam. Ça a été assez serré entre les deux. Et puis une grosse bagarre également comme on avait eu entre Alan Roura, Tanguy Le Turquet et Benjamin Ferré. Alors Isabelle Dieuschke, elle peut être satisfaite quand même de son top 20, déjà parce qu'il y a 4 ans, elle n'avait pas fini le Vendée Globe avec ce même bateau, alors qu'elle était bien remontée en toute sortie de Cap Horn. Elle était bien remontée sur la fin d'Océan Pacifique à l'époque, où les concurrents de devant avaient été arrêtés très vite après la sortie du Cap Horn. Elle avait réussi à remonter, et puis elle avait eu son problème de quille, ce qui fait qu'elle avait dû abandonner à ce moment-là. Elle avait quand même fini la course au Sables d'Olonne, mais elle n'était pas dans le classement. Et c'est vrai que ça avait été difficile pour elle parce qu'elle s'en était très très bien sortie. Et là, elle voulait repartir sans forcément une grosse ambition de classement, parce qu'elle savait son bateau n'était pas forcément extrêmement jeune. Ce bateau MASSF, c'était plutôt un bateau qui avait été fait pour la génération du Vendée Globe 2016. Donc c'était pas forcément un bateau hyper moderne, mais optimisé. Et puis surtout, on a encore retravaillé sur la fiabilité à un maximum. Et en fait, elle a eu qu'un gros problème, c'est son foil cassé dans la fin de Pacifique, ce qui fait que elle était dans le groupe avec Alan Roura, avec Jean Le Cam. Elle était dans ce groupe-là, et puis elle les a vus s'échapper à ce moment-là, surtout Alan Roura et Jean Le Cam, mais elle a réussi à revenir de l'arrière quand eux, ils ont été arrêtés à la sortie de la zone d'exclusion au niveau du Cap Horn. Eh bien, elle a pu remonter comme Benjamin Ferré et Tanguy Le Turquet et se relancer à ce moment-là. Elle n'a pas réussi à suivre Alan Roura et Tanguy Le Turquet sur la fin, tout simplement le foil manquant qui lui a coûté pas mal de vitesse. Mais c'est vrai que sa remontée de l'Atlantique a plutôt été efficace, un peu comme Sébastien Simon. Je m'attendais à ce que ces bateaux-là soient vraiment beaucoup plus en difficulté dans l'Atlantique Sud et dans l'Atlantique Nord également sans le foil. Mais elle a réussi à très très bien s'en sortir. Donc bravo du côté d'Isabelle Dieuschke. Victoire pour elle d'avoir fini ce Vendée Globe. Elle disait qu'elle est repartie parce que il y a 4 ans, et un peu comme Clarisse Kremer, elle n'avait pas réussi à trouver tout ce qu'elle était venue chercher sur un Vendée Globe. Et là, elle a dit, bon, ça a été une bagarre, ça a été en fait rock'n'roll d'entrée. Pourquoi ça a été rock'n'roll d'entrée du côté d'Isabelle Dieuschke? Parce qu'elle a eu du mal à démarrer, Isabelle Dieuschke. Si on fait sa course, début de course, vous voyez, après une journée, hop là, elle est plutôt à l'arrière du classement. Elle s'est même retrouvée à un moment dernière du classement. Isabelle Dieuschke, son début de course a été très difficile, ce qui lui coûte cher déjà dans la catapulte vers le Cap de Bonne-Espérance, parce qu'en fait, elle se retrouve dans un deuxième groupe avec Jean Le Cam, et devant Jean Le Cam, et elle distance Jean Le Cam qui, lui, est arrêté par cette catapulte. Elle arrive à prendre la catapulte, mais pas très longtemps.
Donc en fait, après, elle se fait rattraper au niveau du cap de Bonne-Espérance par le groupe Jean Le Cam et elle voit les autres foilers partir. Ensuite, bon, elle va rester avec Giancarlo, avec également Alan Roura qui pendant très longtemps dans l'océan Indien. Et puis ensuite dans le Pacifique, il va y avoir la casse de son matériel et elle va voir Alan Roura les distancer parce qu'eux ils peuvent plus tenir le rythme au moment du Cap Horn. Mais comme je vous le disais, Alan Roura lui va s'arrêter et elle va réussir à remonter sur ce groupe là. Et puis après Romain Athanasio part, elle prend la voie S qui fonctionne, avec Damien Seguin elle se retrouve, elle passe plutôt bien au niveau de l'équateur, même si elle perd du temps ensuite dans la zone de transition ici où tout le monde revient. Et puis sur la fin de course, bon, elle n'est pas en capacité de tenir le rythme des bateaux de devant, mais elle peut être satisfaite de la course qu'elle a fait avec ce bateau, et puis elle est dans le top 20 quand même, donc c'est un bon résultat du côté d'Isabelle Dioschke. Jean Le Cam, déjà on peut saluer Benjamin Ferré qui a été le voir à l'arrivée, parce que c'est vrai qu'il a vu ce gros problème de quille, Benjamin Ferré, et on voit toute la légende qu'est Jean Le Cam à l'arrivée. Et qui pendant la course l'avait énormément aidé. Et de toute manière, on voyait avec Alan Roura qui disait j'ai quand même une petite fierté, c'est d'avoir battu Jean Le Cam. Mais ouais, l'Atlantique, que ça soit à l'aller et au retour, n'a pas été tendre avec Jean Le Cam. Ça c'est clair et net. Moi je pense qu'il s'attendait à matcher beaucoup plus avec les bateaux de 2016 et qu'il n'a pas été en mesure de le faire. Et ça, je pense que c'est sa déception personnelle. Ensuite, oui, forcément, la casse de l'été, ça lui a coûté un petit peu. La casse de l'été de J2, ça lui a coûté du temps, déjà de réparation. Il a fallu monter 4 fois au mât. Mais en plus, cet Atlantique Sud, il prend pas la bonne trajectoire à l'est comme Alan Roura. Sauf que, en plus des réparations, ça lui a coûté très cher, quoi, en termes de temps. Là, on voit la voie est qui a pas du tout été efficace, et tous ses petits camarades lui ont passé devant. Ensuite, il est obligé de réparer pendant longtemps. Alors, il essaye de tenir la cadence d'Alan Roura, mais Alan Roura, lui, a réussi à revenir sur le groupe de devant, ce qui n'a pas été le cas de Jean Le Cam, qui a quand même réussi à dépasser Conrad Coleman vraiment sur la fin. Et ça s'est pas joué à grand chose, mais il a jamais réussi à revenir sur Benjamin Ferré et les autres du côté de Jean Le Cam. Mais il y avait quand même une satisfaction d'avoir fini un 5e Vendée Globe. Au final, il n'en a abandonné qu'un seul, Jean Le Cam, et il a passé à chaque fois le Cap Horn. Donc il y avait quand même la satisfaction du travail fait. Même si la place n'est pas là, il le disait, 20e, c'était pas vraiment ce qu'il était venu chercher, Jean Le Cam, mais il y a quand même la satisfaction d'avoir fini. Voilà, du côté de Jean Le Cam, et d'être content d'avoir fini ce Vendée Globe. Et puis, Jean Le Cam, il a fait une proposition à l'arrivée. Lui qui pourtant n'était pas pour faire un classement pour les bateaux à dérive droite, il a dit j'ai changé d'avis pendant la course parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas suivre la cadence en fait des bateaux à foil. Et lui, il voudrait qu'il y ait 50 bateaux au départ du prochain Vendée Globe, et qu'il y ait 30 places réservées aux bateaux à foil et 20 places réservées aux bateaux à dérive droite, et qu'on fasse un vrai classement du côté des bateaux à dérive droite. Voilà, du côté de Jean Le Cam. De toute manière, comme on dit souvent, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, et Jean Le Cam est loin d'être un idiot, ce qui n'est pas le cas de tous les marins. Et du côté de Jean Le Cam, ouais, il a balancé ça. Alors, ça risque d'être compliqué parce qu'on nous disait depuis le départ que la limite, c'était une limite sécuritaire à 40 bateaux. Il faudrait rechanger le règlement parce que pour l'instant, le règlement 2028 prévoit seulement 40 bateaux au départ. Ouais, il le disait, Jean Le Cam. Actuellement, les bateaux à dérive droite peuvent pas suivre la cadence. Moi, je suis pour qu'il y ait 2 classements distincts. 2 classements, qui ait une prime pour le vainqueur des bateaux à dérive droite. Vraiment, parce que sinon dans 4 ans on n'aura que des aventuriers sur ces bateaux là, et on cherchera pas forcément la performance mais juste finir. Donc pour moi, pour qu'il y ait un peu de challenge sportif, il faut qu'il y ait un classement à part. Après 20 bateaux, est-ce qu'on est en capacité d'emmener 20 bateaux sur le Vendée Globe du côté des bateaux à dérive droite? Mais 15, ça serait déjà bien. Si on va à 45 bateaux, je pense que 45 bateaux, on est en capacité de le faire en termes de sécurité.
Moi, je me dis 45 bateaux avec des bateaux à des raies droites, oui. Moi, je me dis 15 bateaux actuellement, on les a. Donc, on réserve 15 places pour les bateaux à des raies droites. Moi, je suis d'accord. 30 et 20, 50 bateaux. Après, le problème, c'est de raconter des histoires. Hein, il y en a même certains qui m'ont reproché sur ce Vendée Globe de ne pas parler de certains concurrents, mais quand il y a 40 concurrents au départ, c'est difficile d'avoir un regard sur tout le monde. Moi, j'ai connu les Vendée Globe où il y avait 20 mecs au départ, 25 mecs. Bon, bah, c'était facile d'avoir le regard un petit peu à droite à gauche. Là, c'est vrai que maintenant, avec 40 bateaux, c'est plus exigeant en termes de suivi. Donc, est-ce que ça va pas être difficile pour le public de suivre tout le monde? Ça, c'est la grosse interrogation. Mais après, l'avantage, c'est qu'un bateau à des raies droites aujourd'hui, c'est 3 millions. Voilà, et en coût de fonctionnement, allez, je dirais pour 4 ans, c'est 3 millions aussi. Je pense qu'avec un budget à 5-6 millions, tu as déjà un beau budget. Entre l'achat du bateau et le fonctionnement du bateau et tout ça, tu as un beau budget. Donc je me dis, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas 50 bateaux. Je sais pas si en termes de sécurité c'est faisable, mais je me dis qu'à 45, pour moi, on peut gérer 2-3 bateaux en plus et 4-5 bateaux, ça doit être gérable. 50 bateaux, après c'est plus pour moi une question de visibilité, après à ce niveau-là. Mais bon, bah, les vidéos dans 4 ans, au lieu de faire 35 minutes, bah, elles feront peut-être plutôt 45 ou 50. Mais il y aura encore de l'intérêt, je pense, sportif. Et moi, je suis pour qu'il y ait deux classements distincts. Voilà, bon, j'ai toujours dit, même dès le départ, en fait, moi, j'aurais été pour qu'il y ait deux classements distincts. Déjà, pour que ça soit plus facile à repérer. Parce que là, c'est vrai que dans le classement, bon, un non-connaisseur se dit Jean Le Cam, pourquoi il est que 20e alors que tout le monde nous en parle? Oui, mais parce qu'il a un bateau qui n'a pas de foil. Et c'est vrai que je trouve que pour les non-connaisseurs, ça serait plus facile, voilà, à comprendre. Et même pour nous, connaisseurs du monde de la voile un petit peu, c'est plus facile à repérer parce que nous, il faut qu'on se rappelle en termes de mémoire qui a des foils, qui a pas de foils. Parfois, c'est un peu compliqué de se rappeler de tout. Donc là, ça serait plus facile de cette manière-là. Mais on verra si ça sera le cas. On pourrait faire aussi, peut-être pas forcément un classement des bateaux à des raies droites, mais faire un classement des bateaux qui ont plus de 10 ans. Là, par exemple, des bateaux de 2016. Les bateaux avant 2015 pourraient avoir leur propre classement aussi. Parce que il va y avoir le problème aussi, c'est que les bateaux à foil de cette génération 2016, bah déjà pour les vendre, ils vont plus coûter grand-chose, et ça va être difficile aussi pour eux d'avoir un intérêt sportif. Après, c'est des questions à se poser très rapidement parce que on va partir très vite sur le prochain cycle de Vendée Globe, mais c'est vrai que c'est des questions dont on peut se poser. Conrad Coleman, moi, il m'a impressionné, Conrad Coleman, sur sa vitesse parce que je me disais, le fait d'avoir un bateau plus lourd avec des dérives droites, ça peut être compliqué quand même à gérer. Le fait d'avoir un bateau plus lourd avec les panneaux solaires, et je me disais aussi, est-ce qu'il aurait quand même pas des problèmes dans l'hémisphère sud, vraiment dans les zones où il y a beaucoup de nuages dans l'hémisphère sud pour recharger ses batteries? Mais en fait, il a montré que non, c'était faisable. Donc bravo parce qu'il a été innovant. Il a été innovant dans son approche. Et il est peut-être là aussi le futur de cette catégorie. IMOCA, c'est d'utiliser de moins en moins d'énergie fossile, de se tourner de plus en plus vers le recyclage, vers avoir de l'écologie. C'est peut-être pas forcément aller vers de la performance, mais aller vers plus d'écologie du côté de cette catégorie. Je pense que là, il y a aussi une réflexion à avoir. Et Conrad Coleman, il a montré qu'on peut avoir un projet innovant, mais un projet qui soit quand même intelligent et un projet fiable. Et malgré le fait qu'il n'avait pas une grosse équipe, là aussi, Conrad Coleman, c'est pas une grosse équipe, c'est pas un énorme budget, eh bien il a réussi à le faire. Et donc bravo aux Néo-Zélandais, et puis surtout, il a battu son record. Lui, d'il y a 8 ans, alors il avait dématé il y a 8 ans, mais voilà, il a battu son record, et puis il n'a pas eu beaucoup de problèmes, Conrad Coleman aussi. Le bateau a été extrêmement fiable. C'est pour ça qu'il a tenu la cadence aussi par rapport aux autres, et qu'il a eu un bateau extrêmement fiable, Conrad Coleman. Bravo, et puis bravo pour avoir osé, avec Jean Le Cam, de passer de l'autre côté du Cap de Bonne-Espérance. Bravo aussi de s'être accroché sur la fin de l'Atlantique Sud aussi pour garder le contact avec les bateaux de devant. Non, bravo pour cette course du côté de Conrad Coleman. Bravo à lui. Giancarlo Pedoté,
Ah, ça fait partie de mes déceptions de ce Vendée Globe. Je pensais que son bateau serait plus performant que ça. Alors, il a montré parfois des grosses pointes de vitesse, je pense dans l'Indien par exemple, où il a été très efficace dans l'Indien, ce bateau, et même dans l'entrée de Pacifique. Mais bah bon, il l'a dit, hein, sur la fin de course, ça a été très compliqué avec son safran et son système de barque avait pas mal de problèmes et il pouvait pas accélérer. Donc vraiment, il pouvait pas suivre la cadence avec les bateaux de devant. Mais de toute manière, je m'attendais plutôt à ce qu'il soit aux alentours de Romain Attanasio. Et il est quand même très loin de Romain Attanasio. Moi, je trouve que c'est là où il y a la déception du côté de Giancarlo Pedote. C'est que je m'attendais à ce qu'il soit au niveau de Romain Attanasio. Et bah, tu vois qu'il est quand même loin du rythme de ces bateaux-là. De Damien Seguin, il est quand même il est arrivé avec un jour par rapport à Damien Seguin, mais qui n'a pas fait une course facile, déjà Damien Seguin. Et là, pour moi, il y a une petite déception de ce côté-là pour Giancarlo Pedote. Voilà, je m'attendais un petit peu mieux. Autant ça avait été la révélation à 4 ans, autant pour moi, ça avait vraiment été une grosse révélation. Autant là, ça a été plus compliqué pour lui sur ce Vendée. Alors, c'est pas catastrophique, mais je pense qu'il a pris un mauvais départ. Et comme Alan Roura, il se retrouvait complètement bloqué dans la molle, mais tu vois qu'Alan Roura, il arrive à arriver quasiment 24 heures avant lui. Et encore, pourtant Alan Roura a été pas mal arrêté dans du vent faible. Je pense que si Alan Roura avait eu du vent un peu plus constant, du vent comme a eu Guirec Soudé, il y aurait eu peut-être 2 jours et demi, 3 jours d'écart. Et les circonstances météo difficiles ont peut-être aidé au final à Giancarlo Pedote à pas être trop distancé. Mais oui, je le voyais un petit peu plus devant. Voilà. Même si le bateau était moins jeune, bah, il est un peu en retrait par rapport aux performances qu'il avait fait sur les courses de préparation sur ce Vendée Globe. Donc normalement, il était devant Alan Roura, par exemple, sur les courses de préparation du Vendée Globe. Et là, bah, il n'a pas réussi à tenir autant la cadence. Donc voilà, et pour moi, il y a une petite déception avec Pressman Group. Bon, eh ben on a fait le tour de tous ses concurrents. On passe maintenant à ceux qui sont encore en course. Guirec Soudé, il devrait finir avec un bon petit tempo. Là, je pense qu'il y a peut-être encore une zone de transition, voilà, à passer. Et puis après, il devrait avoir un petit peu de vent, hein. La zone de transition va être assez courte. Et il devrait même finir avec du vent, avec pas mal de vent. Donc ça devrait être bien pour lui. Normalement, il doit arriver le 7, hein, Guirec. Mais il aura pas mal de vent. Lui aussi, il aura fait une belle course, Guirec. Hein. Il pourra être satisfait de sa course. Parce qu'il finit devant le groupe Violette d'Orange. Il a eu vraiment une remontée d'Atlantique très intéressante en termes de reach. Je pense qu'il est allé plus vite que Jean Le Cam. Il est allé plus vite que même peut-être que le Turquet et Benjamin Ferré. C'est un peu comme Tanguy Le Turquet. Parfois, ils ont peut-être pris un peu trop de risques. Ils ont voulu parfois aller dans du vent peut-être un peu trop fort en pensant qu'ils allaient avancer quand même et qu'ils se sont retrouvés un peu arrêtés par les vagues. C'est peut-être la petite erreur. Mais après, Guirec Soudé, il a aussi l'objectif de faire le tour du monde en sens inverse et je crois qu'il a montré qu'il était en capacité de le faire, que le bateau aussi était en capacité de le faire. Donc ça sera le prochain objectif avec freelance.com normalement, de faire voilà, ce tour du monde en sens inverse. Alors est-ce que ça veut dire qu'il ne pourra pas faire le Vendée Globe? Parce que c'est vrai qu'en faisant le tour du monde en sens inverse, ça va demander une préparation et il ne pourra pas faire forcément les courses de qualification, enfin les courses un peu obligatoires. Donc ça c'est la grande interrogation pour Guirec Soudé, mais oui, c'est vrai que les records c'est aussi intéressant à suivre, hein, et donc Guirec, on regardera ça, cette tentative de record. Derrière, Kojiro, bah, eux, donc, ils vont pas être trop bloqués par cette zone de molle parce que l'anticyclone va se barrer sur Guirec Soudé, donc ils vont avoir du vent. Peut-être pas totalement jusqu'au bout, mais là, au moins, sur les 2 prochains jours, il y aura du vent pour eux, donc ça va être plutôt pas trop mal. Je pense, même s'ils seront obligés de monter un petit peu plus nord, avec toujours la bagarre Kojiro-Violette, mais faut pas oublier Louis Duc et Sébastien Marseille, parce qu'en fait il y a une centaine de milles entre Kojiro et Louis Duc, donc c'est vraiment pas grand chose, il y a même moins de 100 000 entre ces 4 bateaux, donc ça reste assez serré, et c'est vrai que Violette là, elle se bagarre bien avec le japonais Kojiro Shirashi, donc belle bagarre entre les deux, et puis derrière donc Louis Duc, Sébastien Marseille qui disait que bah, on retrouve les cirés, on retrouve les températures un peu plus froides, et puis il disait que lui ça ne l'arrange pas parce que les nuits sont plus longues
Et forcément, les panneaux solaires, qui maintenant est sa principale source d'énergie sur le bateau, parce que son moteur c'est quand même un petit peu compliqué, eh bien forcément c'est un petit peu plus difficile, voilà, du côté de Sébastien Marset en termes d'électricité, mais lui aussi il pourra être satisfait de sa course, hein, Sébastien Marset, parce qu'il est quand même resté au contact pendant très très longtemps avec les autres bateaux à dérive droite, donc bravo, et dommage pour ce problème de moteur, mais comme il le disait, il avait un budget qui était un peu trop ric-rac, et il a pris beaucoup de pièces d'occasion au final, Sébastien Marset, et il sait que s'il doit faire un Vendée Globe dans 4 ans, il essayera quand même d'avoir un budget plus grand. On voit toujours Éric Bellion hors course, mais qui est toujours en route. Et puis on a Antoine Cornic qui a passé le Cap Vert, belle vitesse d'Antoine Cornic, hein, 325 000 pour le moment. Avec sa cigogne, voilà Antoine Cornic, et qui va bientôt devoir gérer la phase de transition. Demain, avec l'anticyclone des Açores, ça va même se passer comment pour lui? Il y a un petit couloir devant, donc normalement il ne devrait pas être trop ralenti. Voilà, il y a un petit couloir devant, pas trop mal. Arnaud Boissière, donc toujours pas arrivé aux Antilles, il devra arriver dans une dizaine de jours. Et puis on a Oliver Air, toujours poursuivi par Jing Kunshu, avec une centaine de mille, même pas, hein, 90 000 à peine d'écart entre les deux bateaux. Et puis derrière, on est bien arrêté. On essaye de trouver la bonne route entre Manuel Cousin, Fabrice Amédéo et notre ami Denise Van Winberg. Ça reste un peu au ralenti, quoi, hein. Vous voyez, seulement 128 000 de parcouru pour Denise Van Winberg. Ouais, c'est le Cabo Frio, hein, toujours aussi instable cette zone, et ensuite ça sera les alizés d'Atlantique Nord. Peut-être même que Manuel Cousin va repartir dans ses alizés d'Atlantique Nord, et il est en train de les larguer même, hein, je pense. Et Amédéo, j'ai peur que ça soit difficile pour lui dans les heures à venir. Mais bon, on verra, c'est loin d'être sûr, hein. Puis en plus, la fiabilité des fichiers météo dans cette zone-là n'est pas forcément excellente. On regarde tout de suite les statistiques sur les 24 dernières heures. Hop là, je vais les avoir ici. Eh bien, Guirec Soudé qui a parcouru le plus de 1000, 325 000, c'est un petit 1000 de plus qu'Antoine Cornic. On retrouve ensuite Oliver Air, Jing Kunshu, Sébastien Marset, qui a été plus rapide que Louis Duc et que Violette d'Orange et Kojiro Shirashi. En fait, Sébastien Marset, il a même repris 70 km à Kojiro Shirashi. Donc quand je vous disais que rien n'était fait, c'est que rien n'est fait. Un Louis Duc a repris lui aussi 20 plus 27, 47 km. Quasiment 50 km à Kojiro Shirashi, et Violette d'Orange, elle a repris une vingtaine, non même plus, 40 km à Kojiro, voilà, dans cette bagarre-là. Et puis Manuel Cousin et Fabrice Amédéo qui concluent ce top 10. De toute manière, ils ne sont plus que 11 en course, hein, 11-12 en course, donc de toute manière, maintenant tout le monde est calculé dans les statistiques sur le nombre de milles en 24 heures. Denise Van Winberg, 4 739 000, c'est-à-dire 8 775 km à peu près de l'arrivée. C'est sûr qu'en ce moment, ça a du mal à avancer avec les vitesses qui ne sont pas forcément élevées. Et puis donc, Guirec Soudé, le TA, prévu le 7 février entre 18 h et le 8 février 4 h. Le 9 février pour Kojiro jusqu'à Louis Duc. Sébastien Marset, toujours marqué le 10 février, mais pour moi, il peut peut-être même arriver le 9. Antoine Cornic le 14, et puis Oliver Air, Jing Kunshu le 16 février. Voilà pour les différentes ETA. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!